chers internautes du GFM, merci d'être au rendez-vous du magazine d'information. Au menu, la violence électorale au Sénégal, un phénomène qui va crescendo dans les partis politiques. À quelques mois des locales, nous vous ferons une rétrospective des événements marquant ces faits regrettables. Et puis, quelle analyse sociologique de l'espace politique sénégalais? Ce sera un large extrait du sociologue Djiby Diakhaté. Voilà pour les titres. L'espace politique sénégalais est-il devenu une arène? La question mérite d'être posée. Au vu des nombreuses querelles constatées au sein des partis, IGFM vous propose un large focus sur la situation. Retour sur les faits marquants des années 60 à aujourd'hui. C'est un récit signé Biram Ndour. L'espace politique semble devenir une arène de gladiateurs. Le phénomène n'est pas nouveau. C'est la résultante d'une perpétuation d'un modèle de promotion de réussite sociale fondé substantiellement sur le clientélisme politique, le népotisme, l'albinisme au détriment de la compétence, l'expertise, la probité et l'éthique. Des politiciens qui, pour des intérêts personnels ou partisans, usent de tous les moyens aboutissant parfois à des violences physiques, même verbales. À Matam, le dimanche dernier, une bagarre a éclaté entre les partisans du maire et de la délégation du député Farba Ngom. Les comptes ont été soldés avec des échanges de tirs de revolver, comme si on était au Far West. À Dakar, ce même jour, un meeting de la convergence des jeunes de l'APR, Alliance pour la République, organisé au Grand Théâtre, a été perturbé par des jets de pierre de la tendance rivale. Pendant de longues minutes, les projectiles ont plu sur Abdou Mbow et Mariam Badiane. C'est avec la même violence que les responsables de Fatick, ville natale et fief politique du président Macky Sall, ont mis fin à la réunion d'information convoquée par le mandataire du parti. Avec l'alternance politique intervenue en l'an 2000, la violence franchit un nouveau cap. Elle devient celle d'un parti qui continue à cultiver en interne la culture de la violence comme mode de règlement politique entre différentes tendances politiques, tout en faisant une arme prisée, non seulement contre les opposants politiques, mais aussi les responsables de la société civile. La première phase de la violence physique en politique au Sénégal est celle qui opposa, des indépendances à 1974, diverses tendances d'un parti unique au pouvoir. L'Union progressiste sénégalaise, UPS, devenue Parti socialiste PS, avec le pluripartisme limité adopté par Senghor en 1974 et surtout le multipartisme par Abdou Diouf en 1981. L'événement qui reste cependant dans la mémoire comme le symbole par excellence de la violence politique au Sénégal reste l'assassinat de Maître Babacar Seye, vice-président du Conseil constitutionnel le 15 mars 1993. Conflit d'intérêts, ambition identitaire, entre autres facteurs liés souvent au phénomène de violence électorale. Voici une lecture du sociologue Djiby Diakhaté. Il est interrogé par Tapa Tunkara. Monsieur Djiby Diakhaté, vous êtes l'invité de la rédaction IGFM, du groupe Futuria. On a constaté depuis un certain temps de violence dans le champ politique. Quelle lecture sociologique faites-vous de ces violences? Oui, en fait, la violence au niveau du champ politique n'est pas quelque chose à déconnecter de la violence dans la société de façon générale. Alors, il faut voir que le champ politique est un espace qui est à l'intérieur du cadre social. Or, si on regarde bien le cadre social sénégalais, on se rend compte que la violence a tendance à se développer sous plusieurs formes. Nous avons d'abord la violence physique, qui s'exprime à travers les agressions, à travers les viols, à travers les meurtres. Ces derniers jours, on a vu évidemment que dans la région de Tambacounda, il y a beaucoup de cas de meurtres perpétrés contre les malades mentaux. Ça montre évidemment que nous sommes dans une société où la violence physique a tendance à atteindre des amplitudes de plus en plus remarquables. Ensuite, nous avons une violence de type verbal. Alors, c'est des formes d'insultes, c'est des formes d'invectives, c'est des formes d'injures qui se développent de plus en plus dans la société, avec une sémiologie qui frise des fois le manque de courtoisie, le manque de respect d'un certain nombre de valeurs, parce qu'on a l'impression finalement qu'on légitime, qu'on accepte ces types de propos qui sont au départ des propos injurieux. Et puis enfin, nous avons ce que l'on peut appeler la violence symbolique. Alors la violence symbolique, c'est les formes d'exclusion. Il y a des gens qui sont exclus, qui sont marginalisés, qui sont stigmatisés, considérés comme mauvais parce qu'ils sont pauvres des fois, ils sont complètement mis au banc de la société et donc ils vivent une sorte de violence au quotidien. Disons donc que nous avons un cadre social sénégalais traversé de façon récurrente par la violence. Et c'est cette violence sociale-là qui a tendance à se répliquer au niveau du cadre social, au niveau du cadre politique, sous la forme d'injures, sous la forme d'invectives,
sous la forme de violence physique. On utilise des armes, des fois c'est des armes blanches, des fois c'est des armes à feu. On a vu l'utilisation d'armes à feu. C'est des formes de violence symbolique parce qu'il y a des éléments de partis politiques qui sont exclus, qui sont stigmatisés, qui sont oubliés, qui ne sont pas impliqués. Et toutes ces choses-là, évidemment, sont de nature à expliquer le déferlement de la violence au niveau de l'espace politique. L'autre aspect qui nous semble important, c'est la pauvreté qui gagne du terrain de plus en plus au Sénégal. Et les gens, de plus en plus, bricolent des solutions de sortie de pauvreté. Donc la pauvreté étant là, on se dit, quel est le moyen le plus rapide, quel est le raccourci le plus efficace qui me permet de sortir de la pauvreté à la richesse. Et le plus souvent, évidemment, beaucoup considèrent que la vie politique peut constituer un raccourci. Là où je n'arrive pas à m'en sortir après mes études, après ma formation, parce que je travaillais et que l'usine a fermé ses portes, maintenant, je vais passer par l'arène politique qui va constituer un raccourci, qui va constituer un boulevard rapide, sûr et efficace qui me permet d'accéder à des ressources, qui me permet d'accéder à de l'argent et qui me permet de mener une vie décente. Un autre aspect qui est important, c'est quelque part aussi la clanisation de la vie politique. Alors on a l'impression évidemment qu'au Sénégal et dans beaucoup de pays africains, la vie politique s'articule autour de clans. Mon frère milite dans un parti politique, il est responsable, donc il faut que moi aussi je sois dans le même parti. Mon cousin est dans un parti, mon oncle, mon père, je dois être exactement dans le même parti. À part de ce moment-là, le parti risque de se présenter sous la forme d'un clan. Et lorsque les partis se constituent en clans, différents clans peuvent se regarder en chien de faïence. Il ne faut pas que tel clan l'emporte sur d'autres clans. Et donc, évidemment, à partir de ce moment-là, ça crée un certain nombre de problèmes. Enfin, dernière chose, c'est que nous avons des partis politiques qui ne vivent pas le plus souvent sous la bannière d'une idéologie ou d'une doctrine connue, reconnue et partagée par tous les acteurs. Lorsque les gens militent non pas sur la base d'une doctrine ou d'une idéologie, alors ils vont militer sur la base de considérations très subjectives, de considérations volatiles, de considérations personnelles. Et à partir de ce moment-là, tout est question d'intérêt personnel. Parce qu'au fond, si c'est une doctrine, je suis socialiste, je crois aux valeurs socialistes. Donc j'adhère à un parti sur la base de valeurs. Je suis libéral, je partage les valeurs libérales et j'adhère à un parti sur la base de valeurs libérales. Je suis sociodémocrate, j'adhère à un parti avec une idéologie sociodémocratique parce que j'adhère à ces valeurs. Mais au fond, on se rend compte que le plus souvent, quand les gens adhèrent à des partis, ce n'est pas sur la base de considération de valeurs. C'est sur la base de calcul d'intérêt personnel. Et lorsque je calcule mes intérêts personnels, ça veut dire que je suis prêt à tout pour que mes intérêts triomphent. Lorsque mes intérêts sont menacés aussi, je suis prêt à tout pour que mes intérêts ne soient pas menacés. Et donc ça explique des fois l'irruption des milices au niveau de l'espace politique, la milicisation de la vie politique avec des lutteurs, des jeunes aux biceps assez importants, évidemment, qui font irruption dans la vie politique et qui installent la violence à un rythme inouï. Oui, mais est-ce qu'il y a parfois on a tendance à voir, comme vous l'avez dit, des clanisations de ces clans, mais aussi quelquefois ça devient un statu quo. Par exemple, si nous prenons l'exemple à Tamba, c'est devenu un statu quo récurrent, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Est-ce que ça veut dire que c'est au niveau de cette localité qu'il y a tout de suite des facteurs socio-économiques qui définissent ce système? Non, c'est partout. Hein. C'est la société sénégalaise qui fonctionne à peu près comme ça. Vous savez, en fait, dans une société, lorsque les valeurs traditionnelles ont tendance à s'effriter et qu'il n'y a pas autre chose qui vienne les remplacer, on s'installe dans un espace de non-normes et de non-droit, où les gens ont tendance à agir conformément simplement à leurs intérêts. Ils ne tiennent plus compte de valeurs qui fédèrent la société. Parce qu'il y avait évidemment traditionnellement un certain nombre de valeurs qui mettaient l'accent sur l'humanisme. Je n'ai pas le droit de faire du mal à autrui. Je dois traiter autrui comme je me traite moi-même. Ça, c'était des valeurs cardinales qui sédimentaient la société sénégalaise traditionnellement. L'acteur était obligé de s'en tenir à un certain nombre de règles dans sa conduite de tous les jours. Il y avait des choses qu'il ne pouvait pas faire. Les Wolofs font la distinction entre rousse et djomb. Et on mettait l'accent sur le djomb, c'est-à-dire que je dois me garder de faire le mal même si personne ne me regarde. Simplement parce que j'ai intégré au plus profond de moi-même, par le biais de l'éducation que j'ai reçue dans ma famille, j'ai intégré des valeurs fondamentales qui impriment une orientation à ma conduite et qui m'interdisent de faire le mal. Je ne fais pas le mal, je ne dis pas le mal, je ne souhaite pas le mal, je n'imagine même pas le mal. Parce que je mets en place un mécanisme de refoulement qui m'interdit à chaque fois de penser au mal. Mais aujourd'hui, évidemment, on se rend compte que ces valeurs ont tendance à s'effriter. C'est des valeurs qui ont tendance à disparaître et qui laissent la place maintenant à l'égoïsme. Nous sommes dans une société où l'égoïsme atteint des proportions élevées. Nous sommes dans une société où la richesse matérielle l'emporte sur la richesse morale. C'est ça en fait. Aujourd'hui, nous sommes dans une société, comme je le dis très souvent, où ceux qui en sont
Ceux qui n'ont pas ne sont pas, ceux qui donnent ordonnent et ceux à qui on donne se subordonnent. Alors lorsque ça se passe comme ça veut dire qu'il n'y a que l'argent qui compte. Et les gens sont prêts à toutes les combines et à toutes les combinaisons pour accéder à l'argent. Et donc finalement la violence, même à Tambacounda, même dans les autres localités, lorsque vous convoquez les registres sur la base desquels les gens font cette violence-là, vous vous rendez compte que le plus souvent c'est qu'il y a derrière la recherche d'argent. Il faut avoir des organes parce que un marabout nous a demandé de chercher tel ou tel autre organe pour nous enrichir. Un marabout nous a cherché de tuer tel ou tel autre individu pour nous enrichir, etc. Donc tout se joue autour de la richesse matérielle et finalement on oublie la richesse morale. Donc il faut dire au fond que nous avons une société sénégalaise qui est en train de traverser une phase de turbulence sur le plan moral. Les valeurs morales ont tendance à se désagréger et à laisser la place maintenant aux valeurs matérielles. Et ce qui explique la transhumance au niveau de la vie politique. Parce que la transhumance, c'est une entorse excessivement grave aux règles élémentaires de la moralité. Comment pouvez-vous être dans un parti et être contre quelqu'un de façon radicale, mais à partir du moment où l'autre est au pouvoir, vous êtes prêt à remettre en cause toutes vos convictions, toutes vos représentations pour chercher à vous rapprocher de celui qui est désormais au pouvoir et qui a été votre ennemi numéro 1 avant. Je veux dire qu'à partir de ce moment-là même, on donne de mauvais modèles à nos enfants. On fait croire à nos enfants que c'est pas grave que de dire des contre-vérités. C'est pas grave que de faire des combinaisons et des compromissions. C'est pas grave que de se remettre en cause. Mais ça, lorsqu'une société s'installe dans cette dynamique-là, c'est une véritable turbulence et c'est un avenir qui est complètement noirci pour les enfants de cette société-là. Parce que les enfants ont besoin de repères moraux forts pour pouvoir s'ajuster et se donner des idéaux de dignité. C'est ça en fait. La transhumance, c'est l'expression d'une perte de dignité, c'est l'expression d'une perte de valeur, c'est l'expression d'une perte de moralité, tout court. Donc on se rend compte évidemment qu'à ce niveau-là, on a tendance à légitimer et à banaliser la pratique de la comment on appelle ça, de la transhumance. Aujourd'hui, c'est tellement récurrent, c'est tellement nombreux, ça se passe tous les jours qu'on a finalement tendance à croire que c'est pas grave quoi. Et pourtant, dans une société, un homme politique est un exemple cité, parce que tout ce qui se passe comme acte, on va le voir pour dire voilà, on a besoin de vous, aidez-nous, des conseils et tout. Mais ce modèle actuellement est transgressé, si on vous entend parler. La politique est noble. L'homme politique, il mérite un respect de la part de la communauté. Parce qu'au moment où les autres sont en train de s'adonner à leurs activités au quotidien, lui, il engage son temps, il engage ses ressources, il engage ses relations et il met ça au service de la communauté. Voilà quelqu'un, évidemment, qui mérite un respect. Mais lorsque la politique est pratiquée de façon saine, de façon vertueuse, tenez, du temps du calife Omar, il y avait un de ses gouverneurs qui était en même temps le trésorier de la région, qui avait invité le calife Omar à lui rendre visite. Et lorsque le calife était venu, on avait demandé à toute la communauté, à toute la région de sortir, de recevoir le calife Omar, mais en même temps de dire leurs préoccupations. Lorsque les populations sont sorties, tout le monde a dit au calife Omar qu'on a un bon gouverneur qui est un bon trésorier, mais notre seul problème c'est qu'à chaque fois qu'il rentre chez lui à 17h, il ne sort plus. Donc même s'il y a un problème sérieux dans la communauté, même si on a besoin de lui de façon urgente, il ne sort pas. Et c'est ça notre préoccupation. Nous voulons vraiment que, même s'il rentre chez lui et qu'il y a des problèmes, qu'il revienne. Alors le gouverneur, qui est en même temps le trésorier, dit à la communauté, chers concitoyens, c'est aujourd'hui que je vous fais savoir que j'ai qu'un seul habit. Et que tous les soirs, quand je rentre chez moi, je dois laver l'habit et le sécher. Voilà pourquoi je ne peux pas sortir. Je ne peux ressortir que le lendemain lorsque l'habit est sec. Pour un gouverneur et un trésorier. Voilà un exemple de vertu. Voilà un exemple d'engagement qui dit je préfère être pauvre et faire en sorte que ma communauté vive dans le bien-être. C'est exactement ce que nous enseigne l'Almami Souleymane Baal. Lorsque l'Almami Souleymane Baal a mené la révolution des Nyanké au Fouta dans les années 1776 et qu'il est arrivé à Limama au pouvoir, l'Almami a dit que le fait de partager est une part. C'est-à-dire que quand on vous donne le pouvoir et qu'on dit c'est à toi de distribuer les richesses aux gens, vous, le simple fait de vous dire que c'est vous qui distribuez, c'est ça votre part. Donc même si vous n'avez rien, vous devez être heureux parce qu'on vous a donné la possibilité de faire la distribution. Donc je crois que ces valeurs fondamentales-là doivent être réinvesties dans l'espace de la politique. Parce qu'en fait la politique, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est noble. Le politicien est un homme noble, c'est un homme volontaire, c'est un homme engagé. Mais je crois que simplement au Sénégal, on a besoin de faire revenir ces valeurs-là, de faire en sorte que ces valeurs soient portées par l'espace politique et que l'on sache que l'espace politique est un espace où se développe
la force des arguments et non pas l'argument de la force. Donc les gens ont besoin d'échanger. C'est vrai, on n'est pas obligé d'être toujours d'accord sur tout, même quand on est à l'intérieur d'un même parti politique, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Quand on est dans des partis différents, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais quand même on est obligé d'être d'accord sur une seule chose, c'est le progrès du Sénégal. Je crois que ce progrès-là, on peut l'entendre de différentes manières. On peut penser qu'il y a plusieurs sentiers qui mènent à ce progrès, mais au fond, les idées doivent être agitées, doivent être exprimées pour que l'on retrouve en définitive une synthèse qui nous permette de mettre en place une plateforme favorable au développement du pays tout entier. Mais malheureusement, telle qu'elle se pratique aujourd'hui au Sénégal, on se rend compte que c'est un jeu d'intérêt personnel et c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'en fait, chacun pense d'abord et avant tout à lui et à son clan. On est dans une logique de clanisation de la vie politique et je crois que c'est la meilleure façon de faire déferler la violence et de créer la désillusion chez les populations. Je crois qu'il faut arrêter ça. Il est possible de retrouver des valeurs et de se rendre compte que, contrairement à ce que pense Nicolas Machiavel, il est possible de faire la politique avec les valeurs. C'est possible. La politique peut se faire sans ruse. La politique peut se faire avec honnêteté. Elle peut se faire avec vertu et avec moralité. C'est à cette condition seulement qu'on peut assurer le développement d'un pays. Je crois qu'aujourd'hui, les pays émergents, la Chine, Inde, Singapour, Malaisie, etc., ces pays-là nous ont montré que si on éduque bien la population, que si on s'appuie sur des valeurs fortes, si les gens sont honnêtes, si les gens sont travailleurs, il est facile de développer le pays. Par contre, si les gens jouent sur le registre de la ruse, le registre de la tromperie, le registre du mensonge, le registre de la malhonnêteté, le registre du reniement de soi-même, il est clair que, quels que soient les millions et les milliards que vous pouvez avoir, vous ne vous en sortirez jamais parce que la base morale, la base des valeurs a été complètement fragilisée dès le départ. Monsieur Djiby Diawara, on vous remercie. Voilà, c'est la fin de ce magazine d'IGFM, un magazine d'information. Rendez-vous vendredi prochain. D'ici là, surfez bien.